Dans une situation telle que celle-ci, où il a été difficile de parvenir à un accord non seulement entre philosophes et physiciens, mais encore entre physiciens d'écoles différentes, il n'est sans doute pas rare que l'origine des difficultés soit une préférence pour certains usages du langage suggérés à chacun par sa propre ligne d'approche. À l'Institut de Copenhague, où au cours de ces années un grand nombre de jeunes physiciens vinrent de divers pays pour discuter en commun, nous avions l'habitude, quand cela n'allait pas, de nous réconforter par des plaisanteries, notamment par le vieil adage des deux sortes de vérité. De l'une sont les propositions si simples et si claires que la proposition contraire est évidemment insoutenable. De l'autre, de celle des vérités profondes, sont les propositions dont le contraire contient aussi une vérité profonde. Le développement d'un domaine nouveau se fait en général par étapes, au cours desquelles l'ordre remplace peu à peu le chaos. C'est au cours de l'étape intermédiaire où règne la vérité profonde que le travail est réellement passionnant et incite l'imagination à chercher une prise plus ferme. Dans son effort vers l'équilibre entre le sérieux et l'humour, la personnalité d'Einstein est un lumineux exemple, et lorsque j'exprime ma conviction que grâce à la coopération singulièrement fructueuse de toute une génération de physiciens, nous approchons de ce terme où l'ordre logique nous permet dans une large mesure d'éviter la vérité profonde. J'espère que cela sera pris dans l'esprit einsteinien qui pourra servir d'excuse à plusieurs assertions des pages précédentes. Les discussions avec Einstein, qui ont formé le thème de cet article, se sont étendues sur de nombreuses années, qui ont vu de grands progrès dans le domaine de la physique atomique. Que nos rencontres aient été de longue ou de courte durée, elles m'ont toujours laissé une impression profonde et durable, et en écrivant ce rapport, j'ai pour ainsi dire tout le temps argumenté avec Einstein, même lorsque je traitais de sujets apparemment bien éloignés des problèmes particuliers dont nous débattions lors de nos rencontres. En ce qui concerne la teneur de ces conversations, je suis bien entendu conscient de ne faire appel qu'à ma propre mémoire. De même, j'envisage la possibilité que bien des aspects de l'évolution de la théorie quantique, où Einstein a joué un si grand rôle, puissent lui apparaître sous un jour différent. Je crois cependant en toute confiance avoir réussi à donner une impression claire de ce qu'a signifié pour moi de pouvoir profiter de l'inspiration que nous tirons de tous de chacun de nos contacts avec Einstein. Chapitre 5. Unité de la connaissance. Avant de répondre à la question « Jusqu'à quel point peut-on parler de l'unité de la connaissance ?» nous pouvons nous interroger sur le sens même du mot de connaissance. Ce n'est pas mon intention d'entrer dans une dissertation philosophique et académique pour laquelle je n'aurai guère la formation nécessaire. Tout savant, cependant, se trouve constamment devant le problème d'une description objective de l'expérience, ce qui pour nous n'est rien d'autre qu'une communication sans ambiguïté. Notre instrument de base est évidemment le langage ordinaire qui sert aux besoins de la vie pratique et des relations sociales. Nous ne nous intéressons pas ici aux origines du langage, mais à sa portée pour la communication scientifique et plus spécialement au problème suivant. Comment la description peut-elle rester objective lorsque l'expérience dépasse les événements de la vie quotidienne? Le point essentiel auquel il faut faire attention est que toute connaissance se présente dans un cadre conceptuel, adapté à l'expérience passée, et qu'un tel cadre, quel qu'il soit, peut se montrer trop étroit lorsqu'il s'agit d'embrasser des expériences nouvelles. La recherche scientifique a montré bien des fois, et dans bien des domaines de la connaissance, la nécessité d'abandonner ou de réformer des points de vue qui étaient considérés à cause de leur fécondité et de leur applicabilité sans limite apparente comme condition indispensable de toute explication rationnelle. Bien que ces progrès soient sortis d'études spécialisées, ils constituent un enseignement général fort important pour le problème de l'unité de la connaissance. En effet, l'élargissement du cadre conceptuel n'a pas seulement servi à établir l'ordre dans certaines branches de la connaissance, il a encore révélé dans l'analyse de la synthèse de l'expérience des analogies entre des domaines de la connaissance séparés en apparence, et il a suggéré ainsi la possibilité d'une description objective de plus en plus générale. Par cadre conceptuel, nous entendons simplement la représentation logique non ambiguë de relations entre des faits d'expérience. Cette manière de voir ressort nettement du développement historique qui a vu disparaître toute séparation rigoureuse entre logique formelle, études sémantiques et même syntaxe philologique. Les mathématiques ont joué un rôle particulier car elles ont contribué de manière décisive au développement de la pensée logique, et leur abstraction bien définies sont pour nous un moyen inestimable d'exprimer des relations harmonieuses. Cependant, nous ne considérerons pas dans notre discussion les mathématiques pures comme une branche séparée de la connaissance, mais plutôt comme un raffinement du langage commun auquel elles fournissent les moyens appropriés d'énoncer des relations pour lesquelles l'expression verbale ordinaire est imprécise ou mal commode. On peut faire à ce propos une remarque importante. C'est justement en évitant de se reporter au sujet conscient
comme le fait sans cesse le langage journalier, que l'usage des symboles mathématiques assure la non-ambiguïté des définitions nécessaires à toute description objective. Le développement des sciences dites exactes, caractérisées par les relations numériques qu'elles établissent entre grandeurs mesurables, fut accéléré de manière décisive par l'emploi de méthodes mathématiques abstraites issues de la recherche désintéressée de construction logique générale. Ce fait apparaît avec une netteté particulière en physique, par quoi l'on entendait autrefois toute connaissance de cette nature dont nous faisons partie nous-mêmes, mais qui peu à peu devint l'étude des lois élémentaires régissant les propriétés de la matière inanimée. La nécessité, même dans ce domaine relativement simple, de porter une attention constante au problème de l'objectivité de la description a exercé au cours des âges une profonde influence sur l'attitude des écoles philosophiques. De nos jours, l'exploration de nouveaux champs d'expérience a révélé des conditions insoupçonnées préalables à toute application non ambiguë de nos concepts les plus élémentaires. Elle a ainsi donné une leçon d'épistémologie dont la portée atteint des problèmes fort éloignés du domaine de la physique. C'est pourquoi il peut être utile de commencer notre discussion en rappelant brièvement cette histoire. Cela nous mènerait trop loin de rappeler en détail comment, par élimination d'idées cosmologiques, mythiques et d'arguments qui se référaient aux motivations de nos propres actes, fut établi le schéma cohérent de la mécanique, fondé sur les travaux de pionniers de Galilée et magistralement achevé par Newton. Les principes de la mécanique ont avant tout jeté des lumières sur le problème de la cause et de l'effet. Ils permettaient en effet de prédire, d'après l'état d'un système physique défini à un instant donné par des quantités mesurables, l'état de ce système à un instant particulier quelconque. On sait que ce type de description déterministe ou causale conduisit à la conception mécaniste de la nature. Il en vint à représenter un idéal d'explication scientifique dans tous les domaines de la connaissance, quelle que fût la manière dont cette connaissance fut obtenue. C'est pourquoi il est important que l'étude de domaines plus étendus de l'expérience physique ait révélé la nécessité d'une discussion plus serrée du problème de l'observation. Dans son vaste domaine d'application, la mécanique classique nous présente une description objective en ce sens qu'elle est fondée sur un usage bien défini d'images et d'idées qui se réfèrent aux événements de la vie quotidienne. Cependant, quelque rationnelles que puissent paraître les idéalisations de la mécanique newtonienne, elles dépassaient en fait de beaucoup le domaine d'expérience auquel sont adaptés nos concepts élémentaires. C'est ainsi que l'usage adéquat des notions même d'espace et de temps, absolue et intrinsèquement liée à la propagation pratiquement instantanée de la lumière, qui nous permet de localiser les corps autour de nous indépendamment de leur vitesse, et d'ordonner les événements à une succession temporelle univoque. Cependant, les efforts vers le développement d'une théorie cohérente des phénomènes électromagnétiques et optiques révélèrent que les observateurs se déplaçant l'un par rapport à l'autre avec de grandes vitesses devaient coordonner différemment les événements. Non seulement leur vue des formes et des positions des corps rigides est différente, mais encore des événements ayant lieu en divers points de l'espace et apparaissant comme simultanés à l'un d'entre eux peuvent être jugés par un autre comme se produisant en des temps différents. Loin d'être conduits à la confusion et à la complication en recherchant dans quelle mesure la description des phénomènes dépend du point de vue de l'observateur, les physiciens y trouvèrent un guide inestimable pour la découverte des lois générales communes à tous les observateurs. Gardant l'idée du déterminisme mais s'appuyant uniquement sur des relations entre des mesures sans ambiguïté qui se ramènent en fin de compte à des coïncidences d'événements, Einstein réussit à reconstruire et à généraliser tout l'édifice de la physique classique et à donner ainsi à notre vision de l'univers une unité dépassant toute attente. Dans la théorie de la relativité générale, la description est fondée sur la métrique d'un espace-temps quadridimensionnel courbe, qui rend compte automatiquement des effets de la gravitation et du rôle singulier de la vitesse des signaux lumineux qui fixe une limite supérieure à l'usage logique du concept physique de vitesse. L'introduction de pareilles abstractions mathématiques peu familières mais bien définies n'implique aucune ambiguïté. Elle démontre au contraire de manière lumineuse comment un élargissement du cadre conceptuel offre les moyens appropriés d'éliminer les éléments subjectifs et d'augmenter la portée de la description objective. Les aspects nouveaux et insoupçonnés du problème de l'observation se révélèrent lorsqu'on explora la constitution atomique de la matière. Comme on le sait, l'idée d'une divisibilité limitée de la matière remonte à l'Antiquité. Elle fut introduite pour expliquer la persistance des propriétés caractéristiques des corps en dépit de la variété des phénomènes naturels. Cependant, presque jusqu'à nos jours, ces vues étaient considérées comme essentiellement hypothétiques. Elles paraissaient se dérober à toute confirmation directe par l'observation à cause de la grossièreté de nos organes sensoriels et de nos instruments composés eux-mêmes d'innombrables atomes. Néanmoins, avec les grands progrès de la physique et de la chimie, les idées atomiques s'avérèrent de plus en plus fructueuses au cours des derniers siècles. En particulier, l'application directe de la mécanique classique aux interactions des atomes et des molécules pendant leur mouvement incessant a permis de comprendre en toute généralité les principes de la thermodynamique.
Dans notre siècle, l'étude des propriétés récemment découvertes de la matière, telles que la radioactivité naturelle, a confirmé de manière convaincante les fondements de la théorie atomique. En particulier, il a été possible, grâce au progrès des dispositifs d'amplification, d'étudier des phénomènes dépendant essentiellement d'atomes isolés et même d'obtenir une connaissance étendue de la structure des systèmes atomiques. La première étape fut de reconnaître que l'électron est un constituant commun de tous les corps. La découverte par Rutherford du noyau atomique et qui contient dans un volume extrêmement petit presque toute la masse de l'atome compléta nos idées sur la constitution de celui-ci. L'invariabilité des propriétés des éléments dans les processus physiques et chimiques ordinaires s'explique directement par le fait que dans ces processus le noyau n'est pas altéré, quoique la liaison des électrons puisse être fortement modifiée. Cependant, lorsqu'il observa la transmutation des noyaux atomiques sous l'action d'agents plus puissants, Rutherford ouvrit un nouveau champ de recherche que l'on désigne souvent du nom d'alchimie moderne et qui devait par la suite, comme on le sait, rendre possible la libération des énormes énergies emmagasinées dans les noyaux atomiques. Bien que nombre de propriétés fondamentales de la matière s'expliquassent par le schéma simple de l'atome, il était clair dès l'origine que les idées classiques de la mécanique et de l'électromagnétisme ne suffiraient pas à rendre compte de l'essentielle stabilité des structures atomiques, telles qu'elles se manifestent dans les propriétés spécifiques des éléments. Une clé pour la solution de ce problème fut la découverte du quantum d'action universelle. Planck y fut conduit pour la première année de ce siècle par sa pénétrante analyse des lois du rayonnement thermique. Cette découverte révéla dans les processus atomiques un caractère global totalement étranger à la conception mécaniste de la nature. En même temps, elle démontra que les théories physiques classiques sont des idéalisations qui valent uniquement pour décrire des phénomènes où toutes les actions mises en jeu sont assez grandes pour que l'on puisse négliger le quantum. Alors que cette condition est amplement remplie dans les phénomènes à notre échelle, on rencontre dans les phénomènes atomiques des lois d'un type tout nouveau qui défient toute représentation intuitive déterministe. C'était une tâche très difficile que de généraliser rationnellement la physique classique en tenant compte de l'existence du quantum, tout en gardant l'interprétation univoque des faits expérimentaux qui définissent la masse et la charge électrique de l'électron et du noyau. Cependant, par les efforts concertés de toute une génération de théoriciens, une description des phénomènes atomiques cohérente et largement exhaustive fut graduellement développée. Cette description fait usage d'un formalisme mathématique dans lequel les variables des théories physiques classiques sont remplacées par des symboles assujettis à un algorithme non commutatif mettant en jeu la constante de Planck. De par le caractère même de telles abstractions mathématiques, le formalisme ne permet pas d'interprétation intuitive sous les formes habituelles. Il a pour but unique d'établir des relations entre les observations obtenues dans des conditions expérimentales bien définies. Du fait que des processus quantiques individuels différents peuvent avoir lieu dans un dispositif expérimental donné, ces relations ont intrinsèquement un caractère statistique. Par le formalisme de la mécanique quantique, on a réussi à rendre compte d'un nombre immense de résultats expérimentaux concernant les propriétés physiques et chimiques de la matière. En adaptant ce formalisme aux exigences de l'invariance relativiste, il a même été possible de mettre largement de l'ordre dans les connaissances que nous acquérons à un rythme de plus en plus rapide sur les propriétés des particules élémentaires et sur la constitution des noyaux atomiques. Malgré l'étonnante puissance de la mécanique quantique, le fait qu'elle nous contraigne à nous écarter radicalement de notre mode habituel d'explication physique et en particulier à renoncer à l'idée même de déterminisme, a conduit beaucoup de physiciens et de philosophes à se demander si elle n'était qu'un expédient temporaire ou si l'on se trouvait en ce qui concernait la description objective devant une étape irrévocable. Pour éclaircir ce problème, il a fallu réviser profondément les bases sur lesquelles reposent la description et la compréhension de l'expérience physique. À ce sujet, il faut nous rendre compte avant tout que même quand le phénomène transcende la portée des théories physiques classiques, la description du dispositif expérimental et le compte rendu des observations doivent se faire en langage courant convenablement enrichi des termes techniques de la physique. Ceci est une condition logique claire, car le mot même d'expérience se réfère à une situation telle que nous puissions dire à d'autres ce que nous avons fait et ce que nous avons appris. Cependant, la différence fondamentale que présente dans l'analyse des phénomènes la physique quantique et la physique classique est que dans celle-ci, l'interaction entre les objets et les instruments de mesure peut être négligée, alors que dans la première, cette interaction est partie intégrante du phénomène. De ce fait, le caractère global qui est l'essence d'un phénomène proprement quantique trouve son expression logique en ceci que si nous tentions de le subdiviser, nous serions obligés de faire subir au dispositif expérimental un changement qui l'empêcherait de nous apparaître.
En particulier, comme il est impossible de contrôler séparément l'interaction qui s'exerce entre les objets atomiques et les instruments servant à la définition des conditions expérimentales, nous sommes incapables d'associer sans restriction la détermination des coordonnées dans l'espace-temps et des lois dynamiques de conservation sur quoi repose la description déterministe de la physique classique. Lorsqu'on fait un usage non ambigu des concepts d'espace et de temps, on se réfère toujours à un dispositif expérimental qui implique un transfert non contrôlable par principe d'impulsion et d'énergie aux règles fixées aux horloges synchronisées qui définissent le système de référence. Réciproquement, pour décrire des phénomènes caractérisés par les lois de conservation de l'impulsion et de l'énergie, il faut renoncer dès le principe à connaître en détail les coordonnées dans l'espace-temps. Cet état de fait s'exprime quantitativement par les relations d'incertitude de Heisenberg qui expriment l'indétermination réciproque que comporte la fixation des variables cinématiques et dynamiques dans la définition de l'état d'un système physique. Mais conformément au caractère du formalisme de la mécanique quantique, de telles relations ne peuvent pas être interprétées à l'aide d'attributs d'objets empruntés à des images classiques. Il s'agit bien plutôt du fait qu'il y a exclusion mutuelle entre les conditions qui permettent de se servir sans ambiguïté des concepts d'espace et de temps d'une part et de l'autre des lois dynamiques de conservation. On parle quelquefois à ce propos de perturbation du phénomène par l'observation ou de création par les mesures d'attributs physiques des objets atomiques. De telles expressions risquent cependant de créer une confusion car des mots comme phénomène et observation, attributs et mesures sont employés ici d'une manière qui n'est compatible ni avec le langage courant ni avec leur définition précise. Il est en effet plus correct dans une description objective de ne se servir du mot de phénomène que pour apporter des observations obtenues dans des conditions parfaitement définies, dont la description implique celle de tout le dispositif expérimental. Avec cette terminologie, le problème de l'observation en physique quantique perd toute complexité particulière. De plus, elle nous rappelle directement que tout phénomène atomique est définitivement clos, en ce sens que son observation est fondée sur des enregistrements obtenus au moyen de dispositifs d'amplification au fonctionnement irréversible, tels que les traces permanentes laissées sur une plaque photographique par des électrons pénétrant dans l'émulsion. Il faut se rendre compte que le formalisme de la mécanique quantique ne s'applique de façon bien définie qu'à des phénomènes clos de ce type. De ce point de vue aussi, il représente une généralisation rationnelle de la physique classique où toute phase du cours des événements peut être décrite par des grandeurs mesurables. Nous gardons évidemment la liberté d'expérimentation admise par la physique classique, c'est-à-dire le libre choix des dispositifs d'expérience auxquels la structure mathématique du formalisme quantique offre toute latitude. Le fait qu'en général, avec un seul et même dispositif, on puisse observer des enregistrements différents est parfois décrit de façon imagée comme un choix de la nature entre diverses possibilités. Il va sans dire qu'une telle phrase n'implique aucune allusion à une personnification de la nature, mais souligne uniquement l'impossibilité où nous sommes de fixer, selon les méthodes accoutumées, des directives au cours d'un phénomène clos et indivisible. Ici, la prévision logique doit se borner à évaluer les probabilités relatives des différents phénomènes individuels qui peuvent apparaître dans des conditions expérimentales données. C'est en ce sens que la mécanique quantique constitue une généralisation cohérente de la description mécanique déterministe. Elle comprend d'ailleurs celle-ci comme limite asymptotique dans le cas de phénomènes physiques dont l'échelle est assez grande pour que l'on puisse négliger le quantum d'action.